Étonnamment, je ne vais pas parler de revues scientifiques, mais du répertoire d'écriture numérique pour conclure ce panel sur les revues scientifiques. Je vous ai remis le titre de ma présentation au tableau, comprendre les pratiques. Tu veux que je m'assoie peut-être pour que je sois dans le micro? Donc, comprendre les pratiques, aborder la documentation de la littérature numérique différemment. Basiquement, je vais reprendre là où on s'est arrêté mercredi pour reprendre notre discussion sur les répertoires et la documentation des littératures numériques, mais euh, en essayant de l'aborder un peu différemment et de pas juste répéter ce que mes collègues ont pu dire avant moi. Pour moi, cette présentation est aussi un bilan de mes années à LQM, puisque mon travail à LQM en tant qu'assistante est de m'occuper du répertoire des écritures numériques pour la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, ces thématiques, sous la direction de Marcello Vitali Rosati. Mais aussi, grâce à Marcello, de pouvoir poursuivre un projet qui m'est plus propre, disons, le répertorium, qui est une sorte d'observatoire des littératures de l'imaginaire. Et je vais essayer de tracer des ponts entre ces deux ensembles aujourd'hui. Puisque le fait principal qu'on observe et qui est au cœur de ma recherche, c'est de construire des corpus et de me confronter à des corpus qui sont beaucoup trop grands et trop foisonnants pour que je puisse les maîtriser. Évidemment, ça vient avec une position de recherche particulière. J'ai grandi avec un ordinateur à portée de main en permanence. Je suis passionnée de littérature de l'imaginaire et je travaille dans un cadre très particulier, tant pour ma thèse que au sens premier du travail, du salariat, au sein d'LQM. Je vais commencer par donc le répertoire des écritures numériques et donc par la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques pour parler un peu d'écriture numérique. C'est bien que ça vous fasse rire, c'est chouette. L'approche du répertoire est peut-être un peu plus technique que les répertoires qu'on a pu voir mercredi et un peu plus centrée sur des pratiques plus ludiques, plus vidéoludiques, euh, qui nous semblaient particulièrement intéressantes à documenter. Je vous ai remis un petit topo de ce qu'on disait sur la diversité des corpus, sur l'importance de comprendre les pratiques de ce qui est en train de se faire, d'observer non pas ce qui a été produit et auquel potentiellement on n'a plus accès, mais d'observer et de créer des traces de ce qu'on a sous la main aujourd'hui, maintenant. Pour ça, on est obligé d'accompagner la rencontre entre des utilisateurs et des utilisatrices qui ont des pratiques qu'on ne comprend pas et nous. C'est un peu ce que j'ai tenté de faire ce matin. Et ce nous académique qu'on doit essayer de faire discuter plus largement euh, entre nos laboratoires, entre nos pratiques de recherche et entre nos intérêts. Évidemment, c'est aussi un enjeu de diversification des parcours pour diversifier les paroles, pour ne pas toujours écouter le même chercheur du même âge, peut-être un peu avancé, qui va nous présenter un peu les mêmes hypertextes. Tout ça pour dire que le gros de mon travail a été d'être capable de s'adapter au réel, d'être capable, oui, de jongler avec des désirs de recherche, des désirs de code, des désirs technologiques et techniques, mais aussi de savoir naviguer avec l'existant et d'être capable de remonter des pistes, comme ce que j'ai pu essayer de vous montrer ce matin. Et c'est cette navigation qui, je pense, est ce que je vais retenir, moi, de mon expérience au répertoire et ce qui est peut-être le plus intéressant pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement en littérature numérique. Donc, le répertoire a des particularités, heureusement, parce que sinon, on ferait tous le même site, puis on travaillerait ensemble et ce serait vraiment plus simple. D'abord, de se focaliser sur la technique, de se focaliser sur comment les œuvres de littérature numérique sont faites, avec quels outils, avec quels logiciels, sur quel support machine, comment on fait ces choses-là. Mais aussi de s'intéresser à une forme d'exploration, de laisser le temps à des assistants et assistantes de recherche, et surtout à moi, de me promener sur Internet pour essayer de trouver des trucs étranges et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire. Cette ouverture du corpus au sens propre est une réflexion qui laisse de côté la figure de l'auteur et la figure de l'État. On ne s'arrête pas à savoir si l'œuvre est produite au sein de frontières particulières ou par une personne particulière. C'est pas la question qu'on essaye d'adresser, mais beaucoup plus la question,
technique de qu'est-ce qui est mis en jeu pour qu'on puisse avoir du fun avec de la littérature numérique et se raconter des histoires entre nous. Évidemment, hop, c'est le moment où ça bloque. Donc, pour essayer quand même de discuter tous ensemble, on a élaboré un thésaurus dont on a pu parler mercredi. Pour ça, je salue particulièrement Benoît Bordelot et Pierre-Gabriel Dumoulin qui ont travaillé avec moi pendant de longs mois et de longues après-midi à s'écharper sur des termes bien trop précis pour essayer de construire le premier squelette, cette coquille de thésaurus qui ensuite est récupérée par différents projets. Pour rappel, le répertoire ressemble à ce genre de choses, des suites de termes dans lesquelles on documente des œuvres qui rassemblent tout un tas de métadonnées et de qualificatifs qu'on va utiliser pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est un peu pareil avec mon projet Répertorium qui est né des discussions que j'ai pu avoir avec Marcello et notamment des désaccords que j'ai pu avoir avec Marcello. C'est sans doute là que c'est le plus intéressant quand on n'est pas d'accord entre nous. Euh, et c'est un répertoire qui va avoir des particularités, ma foi, un peu cousine de celle du répertoire des écritures numériques. À part que je m'intéresse uniquement à la science-fiction, à la fantasy et au fantastique, puisque c'est ce qui m'intéresse, euh, et pas à l'intégralité de la littérature numérique, qui est un énorme monstre difficile à appréhender, quoique je ne sais pas si je me suis facilité la tâche, mais où on va s'intéresser, notamment avec Pierre-Gabriel Dumoulin, toujours, et Amélie Vallière, cette fois, euh, à des formes, à des olnies, j'ai appelé ça comme ça dans mes slides, même si on parlerait plutôt de trucs. Quand on trouve des trucs sur Internet et qu'on se demande bien ce que c'est, on va essayer de s'intéresser à détricoter un peu ces formes et à essayer de comprendre, quitte à créer des termes qui ne servent à rien pour les décrire. On va encore une fois laisser de côté la question de l'auteur et de l'État, mais aussi de la paralittérature, puisqu'on parle de littérature de l'imaginaire. On prend tout ça, on le met dans une boîte et on va essayer de multiplier ces voix et de comprendre l'aspect profondément queer de ces corpus. Et toujours, le but étant d'avoir du fun, on le rappelle, mais c'est pas mal de partir de là. On va essayer, un peu comme Benoît Mélenchon pouvait le mentionner dans sa présentation, de mobiliser des savoirs amateurs. Puisqu'en littérature de l'imaginaire, les communautés de fans, au sens très large, sont extrêmement fortes, extrêmement intéressantes, et souvent en savent beaucoup plus que nous, puisqu'on n'a pas encore institutionnalisé ces corpus. On s'est donc retrouvé face à une explosion des formes en littérature de l'imaginaire, ce que notamment Anne Besson théorise très bien, qui nous confronte d'un côté à une diversification de supports de publication, à une multiplication des espaces médiatiques mobilisés, notamment à cause une démocratisation, je vais y arriver, du numérique, et donc une explosion pardon, des fandoms, des fanfictions, des fangames, des fanfilms et toute autre fan production qu'on pourrait imaginer. L'interface est très semblable entre les deux répertoires. Vous voyez qu'on est sur Omeka S aussi, donc pas de panique. On a toujours les mêmes repères. Sauf que pour ce run test des premiers mois du projet, on a travaillé avec Star Wars. Ce qui fait que j'ai documenté en un peu plus d'un an maintenant 4579 œuvres officielles et 32 670 œuvres faniques, donc un tout petit corpus parfaitement simple à modéliser. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans cette présentation, et c'est aussi pour arriver là que je suis passée un peu vite sur le détail des répertoires, c'est ce qu'on en fait de nos répertoires. Une fois qu'on a tout documenté, qu'on a toutes nos fiches, on est très content, on a rempli cette partie-là. On en a parlé mercredi, j'avais pas grand-chose à ajouter, mais donc comment on ferait pour rentabiliser en quelque sorte ces heures passées à documenter des trucs? Qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est juste pour avoir un répertoire, finalement, moi, ça m'intéresse assez peu. Donc d'une part, réfléchir à ça m'a forcé à questionner la notion de responsabilité. Par exemple, quand les vocabulaires sont construits par certaines personnes, des personnes situées, avec un propos situé, des intérêts situés, qu'est-ce que ça vient nous dire de ce qu'on documente et à quel point c'est ce qui va rester aussi, puisqu'on pose notre trace depuis un tout petit point de vue qui est le nôtre. Mais cette question se pose aussi sur les œuvres qu'on documente, puisqu'on documente ce qu'on voit, ce qu'on connaît, ce qu'on vit, ce qu'on expérimente. Il n'y a qu'à voir à travers ce colloque la diversité des approches qu'on peut avoir et la diversité des différents corpus entre nos différents répertoires. Un des avantages de tout ça, c'est d'être en mesure de rassembler des très larges corpus, de les fusionner et d'être en mesure de les
étudier comme des tout et de voir s'il y a des choses qu'on peut retrouver, peut-être, qu'on n'a pas vues, nous, à notre hauteur. Pour ça, la focale doit être un peu plus éloignée de l'étude d'œuvre et plus être sur ce qui est en train d'exister, sur ce qui va peut-être exister, sur des pistes, que sur des œuvres elles-mêmes. Évidemment, vous vous en doutez, si vous connaissez un peu mon travail, si on éloigne un peu la focale, on se retrouve avec un mégatexte. Alors, je vous ai remis les définitions de Simon Briand, notamment sur le mégatexte. Pour faire court, le mégatexte, c'est en littérature de l'imaginaire et surtout en science-fiction, l'ensemble des éléments qu'on n'a plus à réexpliquer d'une œuvre à l'autre. Si je vais vous voir et que je vous parle d'aliens, vous allez savoir que c'est des extraterrestres. Si je vous parle d'un vaisseau spatial, vous allez voir à peu près où je vais avec ça. En fait, on a un peu la même chose en littérature numérique. J'y reviens dans une petite minute. Si ça nous permet de visualiser largement les corpus, ici par exemple les différentes époques de publication pour le corpus de Star Wars, je vous ai mis des couleurs, je ne vais pas développer plus que ça, ou de mettre en avant des petits enjeux, notamment Octorio sur la production au sein du corpus de Star Wars, ici uniquement du corpus officiel, hein, pas des fan productions. Après, c'est un graphique qui est né après qu'on nous ait fait remarquer avec Amélie que la science-fiction n'était pas un milieu masculin. À 83,3%, nous avions raison. Mais il y a aussi des avantages concrets, par la vision d'ensemble dont je parlais, par la possibilité d'avoir des visuels et donc de répondre à des questions embarrassantes sur des positions qu'on pourrait prendre, mais aussi d'améliorer la découvrabilité d'éléments du corpus dont on aurait besoin pour une recherche ou pour une autre. Ce qui va m'intéresser peut-être pour la suite plutôt que pour les répertoires dans leur état actuel, c'est de penser des crossovers entre différents ensembles théoriques, de réussir à faire se rencontrer les théories de l'imaginaire, des littératures de l'imaginaire et les théories de la littérature numérique. Parce qu'on parle de la même chose, mais c'est comme si on n'était pas capable de s'entendre. On fait radio longue chacun de notre côté et il est sans doute important qu'on s'assoie autour d'une table. Par exemple, dans ma thèse, je mobilise les notions de novum, donc définies par Darco Suvin ou Aurelius, qui est une notion de confrontation de nouveaux concepts ou de nouvelles notions dans l'imaginaire fictif qu'on pourrait très bien rapprocher des design fiction. Exactement comme on peut mobiliser les dictionnaires de gestes au sens de mesure d'apprentissage collectif de gestes d'usage. Euh, je me suis permis de dropper ma thèse ici, mais j'en ai parlé dans Res Futurae également, qui sont en fait devenus aussi des habitudes et des ensembles de pratiques dans des communautés de fans, notamment en science-fiction et en fantasy. Et enfin, le concept de xéno-encyclopédie, de bibliothèque collaborative, qui appartient à un groupe qui, soit autour d'une œuvre, soit autour plus largement d'un univers second, va se construire une encyclopédie pour actualiser ce contenu-là. On a la même chose exactement en numérique dans nos différentes niches. Je vous ai mis de plus longues citations, je vous enverrai le lien pour les slides si vous le voulez. Et je vais, vu que le temps commence à courir, aller un peu vite à ma conclusion sur l'importance de ces répertoires qui nous permettent de garder un regard militant sur notre acte de documentation. Parce qu'il est très facile d'être pris dans notre quotidien, de remplir des fiches de manière presque mécanique et d'être très fier d'annoncer à notre directeur de projet, par exemple, qu'on a rempli je ne sais combien de milliers de fiches. Mais rendre visibles nos usages est un geste militant, exactement comme leur invisibilisation est un geste militant. J'aimerais prendre 2 petites minutes là-dessus, puisqu'on est face à un espèce de déséquilibre entre des pratiques de lecture qui sont devenues visibles, notamment en littérature numérique, et des pratiques qui ont complètement disparu et qui sont encore uniquement dans les cracks de nos pratiques intimes. Je pense qu'il est important aussi qu'on se pose la question sur nos pratiques en tant que jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, et sur ce qu'on se destine à visibiliser et quel corpus, quel geste on pose encore maintenant pour continuer à parler de la littérature numérique et de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on décide d'exclure les études vidéoludiques? Est-ce qu'on accepte de les inclure? Comment on va réussir à construire un corpus qui va réussir à avoir du sens et qui va nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer maintenant dans les pratiques réelles des lecteurs et des lectrices
pour éviter une dissociation complète des deux ensembles et une incapacité de dialogue entre euh, les pratiques de lecture réelles et les pratiques de lecture académique. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous et à toutes d'avoir été patients et patientes avec moi aujourd'hui. Et on va se retrouver sur les internets. Je vous ai remis le QR code du répertorium. Sinon, on peut se retrouver sur Twitch régulièrement. N'hésitez pas à passer la tête. Merci.